Sommet de la Ligue arabe jusqu'à demain soir au Koweït. Une résolution refusant de reconnaître le caractère d'État juif pour Israël devrait être adoptée d'ici demain soir à la demande des Palestiniens. Toujours aucune trace de l'épave de l'appareil de la Malaysian Airlines, dont on sait depuis hier qu'il s'est probablement abîmé dans l'océan Indien. Les familles des victimes chinoises de l'avion ont manifesté leur douleur et leur colère aujourd'hui devant l'ambassade de Malaisie à Pékin. Et puis la crise politique qui succède à la sécession de la Crimée en Ukraine. Le ministre de la Défense ukrainien a dû présenter sa démission aujourd'hui devant le Parlement, alors que Barack Obama a comparé la situation de la Russie à une position de faiblesse plus qu'un coup de force. Alors, avant d'évoquer donc dans le débat du Grand Direct la Ligue arabe, eh bien, on va vous en rappeler les enjeux, un sommet qui se tient jusqu'à demain soir au Koweït, avec entre autres évidemment la question des négociations israélo-palestiniennes et le conflit en Syrie. Leslie Rezoug. Cela ressemble à une photo de famille unie. Premier consensus pour les dirigeants arabes réunis au Koweït, le refus de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. Un préalable pourtant non négociable à la poursuite des pourparlers pour Israël. Un premier point d'accord qui ne parvient pas à faire oublier les profondes dissensions qui divisent les membres de la Ligue. L'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis s'opposent au Qatar, dont ils dénoncent l'ingérence diplomatique. Ils reprochent aussi à Doha de soutenir les frères musulmans, une confrérie considérée comme une organisation terroriste par le Caire et Riyad. Mais si les membres de la Ligue arabe s'opposent, ils sont aussi impuissants, notamment pour régler le conflit syrien. Les pays arabes devraient former un groupe de travail pour trouver une solution politique, à la condition bien sûr qu'ils ne soutiennent pas le régime ou l'opposition. Ils devraient soutenir le peuple syrien. Après l'échec des pourparlers de Genève, le médiateur de l'ONU, Lakhdar Brahimi, devrait se contenter de dresser un bilan au Koweït. La Syrie, dont le siège demeure inoccupé depuis la suspension du régime de Bachar el-Assad en 2011. Une décision toujours justifiée, selon le chef de la coalition nationale syrienne. Le siège de la délégation syrienne est vide. Cela envoie un signe clair à Bachar el-Assad. Continuez à tuer et votre siège vous attendra lorsque vous aurez terminé votre guerre. C'est la façon dont le régime comprend le message qu'il reçoit du monde arabe. Le peuple syrien se demande si le monde occidental a échoué à nous fournir des armes lourdes. Cela empêche-t-il nos frères dans le monde arabe de nous donner un siège parmi eux ? Une question à laquelle la Ligue n'a pas encore trouvé de réponse. 6 pays ont déjà affirmé leur désaccord à ce que la coalition nationale syrienne prenne le siège auparavant dévolu à Damas. Alors, les enjeux de ce sommet de la Ligue arabe, on en parle avec Yehuda Lankri, bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU notamment, et Ali Waked, spécialiste du monde arabe. Bonsoir, Ali. Alors, un mot, on va parler d'abord de ce conflit syrien, ensuite on évoquera la question palestinienne, puisque Mahmoud Abbas s'est exprimé ce soir à ce sommet. Yehuda Lankri, c'est le symbole un petit peu des divisions de ce monde arabe, que ce conflit syrien, on le voit, parce que la question du siège, d'ailleurs occupé par la Syrie, n'est toujours pas réglée, il est vide. C'est, comme vous dites, un puissant symbole du chaos dans lequel se trouve une partie du monde arabe. Enfin, heureusement, les choses se tassent et l'on constate qu'en Tunisie, la situation s'améliore. Qu'en Libye, si ça n'est pas complètement maîtrisé, on s'achemine peut-être vers un peu plus d'ordre. Mais la Syrie reste foyer de dissensions terribles. Et je pense que toute solution doit nécessairement passer par le partage du pouvoir entre l'ancien ordre, ou l'ordre existant, celui des Assad, et la rébellion. Et il serait à ce moment-là nécessaire pour les deux parties de faire converger leurs énergies et leurs efforts afin de, si je puis dire, procéder à un nettoyage du pays par rapport à de nouveaux occupants qui sont les djihadistes. Si d'ailleurs la communauté internationale prend un certain recul, c'est qu'on ne sait plus si Assad, avec toute l'horreur qu'il incarne, n'est pas le moindre mal par rapport à ces armées et ces légions de djihadistes qui risquent de provoquer une rupture
dans cette région. Ouais, Ali Waked, on l'a vu aujourd'hui, hein, l'opposition syrienne qui demande à occuper ce siège, mais pour l'instant, ça lui est refusé. Ça lui a été refusé parce qu'il y a pas mal de régimes qui voient l'exemple syrien et ils craignent que cet exemple soit appliqué dans leur cas, au cas où ces manifestations, ces protestations arrivent aussi chez eux. Monsieur l'ambassadeur a été, comme diplomate, très délicat en décrivant la situation du monde arabe. Le chaos ne touche pas une partie du monde arabe, le chaos touche la quasi-totalité du monde arabe. Si ce n'est pas un problème interne très grave, comme c'est le cas de la Syrie ou la Libye ou le Liban ou d'autres pays, ce sont des problèmes internes très graves, en partie nourris ces problèmes par d'autres pays. On s'est concentré sur le cas syrien, mais moi je pense que la division au sein du Conseil de la coopération du Golfe, qui était une source de stabilité au sein d'un monde arabe très divisé. Cet jeu de force entre le Qatar d'un côté, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Bahreïn de l'autre côté, n'a jamais été le cas dans ces sommets pareils. Le dossier palestinien, qui était toujours dans le devant, était reculé cette fois-ci derrière les différences du Golfe, derrière le dossier syrien. C'est un sommet qui reflète la division et la polarisation très grave du monde arabe. Et je pense que la mission de l'émir de Koweït, c'est de faire de sorte de garantir que ce sommet ne soit pas le sommet où le monde arabe explose officiellement, parce que pratiquement il est explosé totalement. Ouais, justement, on peut ajouter Israël, on peut ajouter que en allant dans cette même mouvance, que l'un des signes de cette faiblesse, c'est qu'on n'affiche pas complet dans ce sommet. Il n'y a que 14 pays qui sont représentés sur les 22, donc ça fait les 2/3 de la Ligue arabe. Et cette Ligue arabe a réellement, pendant ces 2-3 dernières années, à faire face à la crise majeure de son existence. Ouais. Ça veut dire que c'est un facteur de stabilité ou pas habituellement cette Ligue arabe? Pour Israël, c'est mieux d'avoir une Ligue arabe, même si elle est souvent opposée à Israël, qui soit unie, ou est-ce que ces divisions peuvent avoir un effet justement bénéfique pour Israël? Je plaide justement pour une plus grande unité de la Ligue arabe, avec tous les risques que cela impose, mais en même temps toutes les chances que cela offre. Et on se souviendra de la prestation de cette Ligue en mars 2002 à Beyrouth, avec la proposition de la Ligue arabe à l'endroit d'Israël, stipulant une reconnaissance généralisée de l'État d'Israël par la Ligue arabe, moyennant évidemment la solution du conflit israélo-palestinien. Et bien, je pense que pour ça, une Ligue mérite d'être existée. Or, elle est à ce moment présent dans des difficultés énormes. Et ce chaos dont on parle dans le monde arabe épuise toutes les énergies de cette Ligue. Et qui domine aujourd'hui au sein de cette Ligue arabe? Quel est le pays qui a vraiment peut-être la main, on va dire? Bon, si dans le passé, on pouvait parler de l'Égypte et de l'Arabie saoudite, cette fois-ci, on ne peut pas parler d'un joueur dominant. Au sein du Golfe, la place de l'Arabie saoudite est depuis longtemps remise en question, surtout par la politique menée du Qatar. Et dans l'autre partie, dans l'autre bout du monde arabe, on ne voit pas l'Égypte, on ne voit pas la Syrie présente sérieusement dans cet enjeu arabe. Donc on ne peut pas parler d'un joueur dominant, on parle d'une division qui n'est pas seulement au sein d'un bloc de pays. On parle d'une guerre froide nouvelle entre peut-être la Russie et les États-Unis. Au monde arabe, on parle d'une guerre froide entre le Qatar et ses alliés, l'Arabie saoudite et ses alliés. On ne peut pas parler d'un joueur dominant. La division, c'est le mot-clé pour décrire l'état dans lequel se trouve le monde arabe dans ce sommet. La misère, c'est que personne ne s'y attendait à cette situation et personne n'attend une solution que va apporter cette Ligue arabe. Si le grand succès de cette Ligue, ce n'est pas d'approfondir les divisions déjà existantes et non pas de trouver une solution, ça résume un peu la situation très grave. Ouais, alors
justement, le seul vote peut-être sur lequel il y aura unité, c'est celui de la résolution qui refusera de reconnaître le caractère de l'État juif pour l'État d'Israël, qui doit être voté demain. Mahmoud Abbas l'a encore réaffirmé ce soir. Yehuda Lancry, là-dessus, comment il faut prendre cette position de la part de la Ligue arabe dans le conflit israélo-palestinien? Je pense qu'il serait naïf de la part d'Israël de s'attendre à une reconnaissance du caractère juif de l'État d'Israël de la part de la Ligue arabe. On peut dire que la Ligue arabe remonte en droite ligne à sa position de rejet de la résolution du partage du 29 novembre 1947. Il était question à ce moment-là d'établir un État juif avec à ses côtés un État arabe. Donc, les choses ont évolué quand même. Nous avons un traité de paix avec l'Égypte. C'est une reconnaissance d'Israël, non pas de son caractère juif, mais d'Israël. La Jordanie, la même chose. Avec les Palestiniens, il y a une gestation de paix, difficile, mais elle est là. Donc il serait très prématuré de s'attendre à ce que la Ligue arabe reconnaisse le caractère juif de l'État d'Israël. Comme le disent certains Palestiniens modérés, et je pense que c'est peut-être la bonne option. Travaillons d'abord. Soumettez-nous, vous les Israéliens, de la substance, qu'on puisse réellement toucher de façon tangible cette paix entre nous. Avançons. Lorsque les conditions seront réunies, alors peut-être qu'avant la signature, on pourrait lâcher du lest et vous reconnaître comme État juif. Ce sont les voix les plus modérées du côté palestinien. Il faut reconnaître qu'il est un peu difficile de demander à Abou Mazen, natif de la ville de Safed, rien moins, de reconnaître à ce stade le caractère juif de l'État d'Israël. Donc, si j'étais Premier ministre, je ne le suis pas, mais enfin, si je l'étais, je ne mettrais pas cette condition réellement au tout début des travaux de paix. Je la laisserai pour la fin. C'est une thématique, je dirais un principe suprême, largement fédérateur en Israël, qu'il faut effectivement revendiquer, notamment des Palestiniens. Avec la Ligue arabe, vous savez, c'est un choix. On ne demande pas, par exemple, à la France de nous reconnaître comme État juif, ni à l'Angleterre, ni aux États-Unis. Nous sommes reconnus par la communauté internationale. Ça équivaut, si je puis dire, pour la Ligue arabe. Mais du côté palestinien, puisque le conflit, ce conflit centenaire, a les caractéristiques qu'il a, à ce moment-là, il est certain qu'Israël devrait, à la fin, avant la conclusion, demander aux Palestiniens la reconnaissance comme État juif. Il faut faire attention à ce qu'il y avait pas mal de voix dans certaines élites arabes qui ont exigé que la Ligue retire officiellement son soutien de l'initiative arabe, de l'initiative saoudite qui justement reconnaît Israël. Et je pense que le soutien que vont apporter demain les pays arabes au refus de M. Abbas de reconnaître Israël comme État juif est un compromis entre ceux qui demandent le retrait de l'initiative arabe, que probablement la Ligue, dans son sommet, ne va pas annoncer qu'elle retire l'initiative arabe, et entre le refus de reconnaître Israël en tant qu'État juif. Et dans la situation dans laquelle se trouve le monde arabe, je trouve que c'est un important acquis, que c'est un succès pour le camp modéré qui doit exister dans un monde qui bascule, dans un monde arabe qui bascule de plus en plus dans le chaos, de préserver cette initiative sur la table du monde arabe. C'est quelque chose auquel il faut faire attention et qu'il faut apprécier dans l'état où les choses se trouvent. Alors on sait qu'il y aura demain, d'ailleurs ça a été annoncé ce soir, une rencontre Kerry-Abbas qui aura lieu à Amman en Jordanie. On sait que Barack Obama va revenir aussi et va aller en Arabie Saoudite, ce qui est aussi un élément très attendu. Les Américains là reprennent l'initiative. C'est quelque chose d'important dans ce Moyen-Orient dont on dit qu'ils sont désengagés. Il leur importe beaucoup que ces négociations connaissent au moins un prolongement. Si ce n'est un succès, je pense que... Il faut aller en prolongation au moins. Voilà, il ne faut même pas du recul pour se dire que se donner 9 mois pour aboutir à un traité de paix, c'était réellement... Ça relevait de l'illusion. Bref, on a joué le jeu. Mais ce qu'ils souhaitent maintenant de toute leur conviction, c'est essayer de prolonger ces négociations au moins d'1 an pour essayer d'avancer. Je ne sais pas si dans 1 an, nous allons les clore et aboutir à un traité de paix, mais au moins d'avancer substantiellement.
Donc ils mettront tout leur poids et je suppose qu'ils arriveront. Ils arriveront à trouver les compromis nécessaires de part et d'autre pour permettre aux deux parties de continuer leur dialogue. Ouais. Allez, Moi, je pense que malgré l'importance que les États-Unis donnent aux négociations israélo-palestiniennes, je pense que la visite du président Obama dans le Golfe a pour but de calmer les puissances du Golfe Persique, notamment l'Arabie saoudite, qui voient avec une inquiétude de plus en plus importante ce rapprochement entre l'Ouest et l'Iran, surtout entre les États-Unis et l'Iran. Elle vient, comme dans l'étoile du fond, il y a une déception très profonde d'une grande partie du monde arabe vis-à-vis de la position que les États-Unis ont prise et dans le dossier iranien et dans le dossier syrien. Merci Ali Waked, merci beaucoup Yehuda Lankri. Dans un instant, un ancien ministre sera l'invité du Grand Direct. Il s'agit de Dan Meridor. On parlera du processus de paix avec lui. Le Grand Direct continue. Merci.